Zap Crypto. Tous les jours, toute l'actu crypto au même endroit. Et pour me soutenir, abonne-toi et active la cloche pour ne pas manquer le prochain Zap Crypto. Bonsoir la cryptosphère. Comme d'habitude, on commence avec le Fear and Greed Index, actuellement à 13 dans l'extrême peur, le Social Index, toujours bloqué à fond sur Up, et le Market Order Flow, actuellement dans le neutral. J'espère que vous avez passé une excellente semaine. Je vous souhaite une bonne vidéo. C'était Zap Crypto. Et aussi, sur le long terme, exactement comme je vous l'expliquais précédemment, on se trouve toujours dans les environs de là où on a pu assister à d'énormes opportunités d'achat par le passé. C'est à envisager. Lorsqu'on a chuté de cette ligne de support rouge précédemment, eh bien on est entré dans une zone d'achat très intéressante après cela. Et en parlant de ces fameuses buy zones, vous pouvez voir ici que durant chaque cycle, on a également eu ce fameux triangle. À chaque nouveau cycle baissier, on entre dans ce canal, on part à la baisse, on se heurte à la moyenne mobile de 200 semaines juste ici, mais quoi qu'il en soit, on entre dans cette boîte, ou plutôt ce canal en vert représentant la fameuse zone d'achat. Vous pouvez voir ici aussi que durant le second cycle baissier, on a eu ce triangle, le canal descendant, on a touché la moyenne mobile de 200 semaines, et ouais, le truc c'est que durant ce cycle, on a encore une fois la même chose, triangle, canal descendant. La seule différence ici, c'est qu'on n'a pas encore touché la moyenne mobile de 200 semaines. Mais souvenez-vous aussi qu'avec le temps, elle va continuer à monter. Donc plus on attend, en tout cas si ma prédiction disant qu'on va latéraliser est vraie, alors cette ligne va continuer à s'élever ici. Ce qui veut dire qu'on peut bel et bien venir toucher la moyenne mobile de 200 semaines, comme les fois d'avant, sans pour autant devoir chuter encore très loin pour le prix du Bitcoin. Elle pourrait simplement venir nous rencontrer. On pourrait continuer à latéraliser et ceci viendrait donc converger vers le prix du Bitcoin. Et en plus de ça, regardez ici, si on tire une diagonale sur la RSI, résistance, 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 support, 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 support. Ça fait toujours des résultats assez incroyables dans le passé. Donc ici, gros dump, ici, gros dump. Ici, gros dump, bon, on voit pas, mais on va mettre en logarithmique, ça sera peut-être mieux pour vous. Alors, gros dump, gros dump, gros dump. Ici, on rebondit, gros pump. Ici, gros pump à la hausse. Moyen pump, d'accord, ici, mais ça reste quand même un joli pump. Et là, pour l'instant, on reteste ce niveau-là. Donc, le bottom de ce de support. Et donc là, on devrait faire soit un moyen, soit un gros pump, selon l'historique de ce support résistance, qui a fait des résultats quand même assez incroyables. Donc, la BTC dominance, on va dézoomer comme ceci. On va remettre les bornes au bon endroit. Voilà. On va lock, enregistrer. Et donc là, ça fait un petit moment que j'ai pas parlé de la BTC dominance. Donc voilà, pour les nouveaux, rapidement en fait, c'est quoi? C'est très simple. En gros, là, ce que vous voyez, c'est le Bitcoin contre les altcoins. Donc ici, quand vous voyez 47,23%, ça veut dire que le Bitcoin a pour capitalisation 47,23%. Donc, bien évidemment, de l'autre côté, c'est les altcoins qui ont le reste des pourcentages. Donc ça témoigne quoi? Donc quand on a le pourcentage qui est très bas, comme là on a pu les voir vers les 40%, ou même ici donc au max c'était les 35,36%, et bien en gros ça veut dire que l'argent se déverse dans les altcoins. C'est pour ça qu'on appelle cela une altcoin season. Donc en gros il y a toutes les petites alts qui explosent dans tous les sens, et le Bitcoin généralement à ce moment-là ne tombe pas, mais est en train de vaciller entre deux bandes comme on peut le voir aujourd'hui. Donc il latéralise, comme on dit dans le jargon. Ici, du coup, ce qu'on voit, c'est que depuis la chute de mai, donc quand je vous avais prévenu, ça allait mettre un go away, tout l'argent donc s'est déversé directement dans le Bitcoin, ou en tout cas une grosse partie. Bon, alors attention, on était à plus de 1000 milliards, si je me trompe pas, de capitalisation pour le BTC. Là, je crois qu'on est peut-être dans les 600 milliards ou un truc comme ça. Bon, j'ai pas les chiffres exacts, mais ça doit être ça. Donc là, voilà, il y a bien sûr énormément d'argent qui est parti autre part. Donc il est parti où? Il est parti dans le cash, donc dans le Dixie que je vous montre à chaque fois. Donc c'était pendant cette période-là. Mais aussi, donc après donc l'argent soit parti directement des crypto-monnaies, à la fin, donc en fait ce qui se passait, c'est une cyclicité, ça se passe toujours comme ça. En fait, tout l'argent des altcoins se déverse petit à petit dans le Bitcoin parce que le Bitcoin est à un prix donc intéressant. Donc même si on va à 20 000 dollars, hein, c'est pas grave. Hein. Dites-vous que là aujourd'hui, c'est quand même des niveaux qui sont assez intéressants pour l'investissement long terme. C'est ce qui fait que le dollar index est peut-être en train d'instaurer un top sur son haut de range tout simplement, qu'il vient chercher à chaque fois et il se retourne. Donc si on se met à voir ça, hop, 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 bon bah dollar index deviendra bearish et donc à ce moment-là le dollar reperdra de la force contre l'euro et ça généralement les assets à risque apprécient pas mal. Ok. Maintenant c'est pas encore le cas, il n'y a pas encore la structure de retournement, on a même une pattern de retournement haussière ici, donc pour moi tant qu'on retourne pas sous les 101 points, c'est chaud de penser bear honnêtement. Après on peut penser bearish un petit peu avant. Là on a eu ce breakout, mais si on faiblit, qu'on réintègre, ça sera pour aller nettoyer sous ces creux très probablement.
Et donc là, on pourrait targeter un retour vers les 98-99 points, très probablement. Je joue pas du tout le rebond. Oui, ça peut rebondir. Oui, le Bitcoin peut nous faire des trucs complètement dingues. Oui, des spéculateurs peuvent justement essayer de choper le bas, etc. Oui, on peut avoir des short squeeze. Oui, il est tout à fait possible de faire 20 ou 30% si ça se trouve. Mais la question n'est pas de choper les mouvements pour choper les mouvements. J'en ai rien à taper de rater 20 ou 30% sur le Bitcoin. Je sais que je cherche à investir des probabilités et je ne pense pas que les probabilités soient dans ce sens-là, tout simplement. Et à partir du moment où tu t'enlèves d'ailleurs, et ça m'a beaucoup aidé, ça m'aide encore beaucoup aujourd'hui, tu t'enlèves la volonté et l'envie, et tu sais, une fois que ça t'arrive pas, que tu rates le mouvement, la déception de vouloir tous les mouvements, de vouloir avoir raison sur tout, mais que tu traites uniquement ou que tu investis uniquement les probabilités, c'est-à-dire est-ce que maintenant, pour moi, en termes de pourcentage, il est plus probable que le Bitcoin augmente de 10 ou 20% ou plus, ou continue à baisser, ou fasse que dalle, je ne sais pas quelle est ma probabilité. Si je devais mettre un chiffre, c'est peut-être 90% qui baisse ou qui fasse que dalle. Donc pourquoi j'irais m'exposer à un potentiel? Ça sert à rien. Ça sert à rien. C'est juste augmenter mon risque. Et en plus, me faire prendre une mauvaise décision. Alors si j'ai juste, je suis content, génial. Par contre, si j'ai faux, si je me trompe, ça va impacter mon risque, mon portefeuille, mon argent, mes décisions futures, et puis je vais être là à essayer de me dépatouiller, de sortir d'un truc qui ne va pas dans le bon sens. Donc ça ne le fait pas du tout. Donc je cherche à toujours investir les probabilités, et notamment cet investisseur court terme, cet investisseur long terme, les probabilités ne sont pas du tout les mêmes. C'est-à-dire que je parlais d'inflation, etc., où je pense qu'elle va coller un petit peu plus que ce que pensent les banques centrales tout de suite maintenant, ou en tout cas peut-être pas ce qu'elles pensent, mais ce qu'elles disent publiquement. Mais c'est pas pour ça, tu vois, ça c'est une vision court terme, mais c'est pas pour ça qu'à long terme, je ne vais pas être, par exemple, bullish sur la tech. À long terme, je suis très bull sur la tech. Et d'ailleurs, ça ne m'empêche pas d'avoir pas les mêmes actions sur mes portefeuilles court terme où j'ai pu shorter des techs que sur mes portefeuilles long terme où j'ai pas du tout shorté. Je me suis mis beaucoup plus cash pour justement aller pêcher en bas et pour aller faire du DCA. Donc tu vois, même investisseur, deux horizons de temps différents, donc deux actions différentes, c'est tout à fait normal. Donc pose-toi les bonnes questions juste à chaque fois sur ton horizon d'investissement. Première chose. Deuxième chose, donc, les cryptos, on a dit. Deuxième chose, un bear market ne dure pas à vie. Quand bien même, tu dis, ok, moi je pense que bear market, ça continue à descendre, oui j'ai compris l'histoire des multiples, l'économie va bien, mais elle est en train de ralentir, donc ce que regarde le marché, c'est pas forcément l'état de l'économie maintenant, c'est l'état de l'économie de demain, de l'inflation, de tout ce qu'on a vu. Et, bottom line, ta conclusion, c'est qu'on est en bear market et que ça va continuer un petit peu, jusqu'à on ne sait pas quand. C'est pas grave. Enfin, moi, tu vois, c'est plutôt ma conclusion maintenant. Je suis plutôt bear. J'ai un vrai biais bear tout de suite. Je vais vous raconter une belle histoire. Cette histoire n'est pas de moi. Elle a été imaginée il y a quelque temps déjà par des hommes sous pression, des gens haut placés qui voulaient essayer de sauver ce qui pouvait encore l'être. Mais elle vaut le détour car elle commence bien, se déroule bien et finit bien. Et ça, c'est bon pour le moral. En plus, c'est une histoire vraie, à part la fin qui a peut-être été un peu romancée par les auteurs. Cette histoire s'intitule « Tout va bien », mais on l'entend aussi sous le nom de « Grand mensonge des banques centrales ». Et ce qui la rend remarquable par-dessus tout, c'est que malgré toutes ces contradictions, elle a rencontré un incroyable succès dans le monde entier. Son message a été repris partout et suivi avec enthousiasme par des millions d'investisseurs, d'épargnants, de banquiers et de gouvernants. Pour vous raconter cette histoire, je ne vais conserver que les vérités. Et pour ça, j'en suis désolée. Je vais effectivement devoir vous parler d'inflation, de conflits armés, de récession économique, de hausse des taux et de chute des marchés boursiers. Depuis que le monde économique a découvert cette belle histoire, que les médias ont appelé le Big Lie et qui s'est transformé depuis en grand mensonge des banques centrales, la confiance des populations américaines et européennes dans leurs institutions financières officielles s'est considérablement dégradée. Et il n'y a rien de surprenant car en réalité, rien ne va bien et la fin est déjà écrite sans happy end. Restez avec moi, je vais tout vous raconter et je vous promets que vous ne serez pas déçus. Première news qui concernera Do Kwon et Terra, la cour d'appel qui ne statue pas en faveur de Do Kwon et qui dit que la convocation de la SEC qui a été faite en septembre 2021 était légale et il doit s'y rendre. Il n'est pas très content, Do Kwon. Et crois-moi, ça va pas aller en s'améliorant. Pour faire un résumé, la SEC elle est sur les côtes de Terra depuis mai 2021.
Ils ont vu plusieurs irrégularités, ils voulaient en parler avec l'équipe de Terra et Do Kwon. Et Do Kwon a évité la première convocation de la SEC en disant il y avait un problème de technicité, ils n'avaient pas le droit de lui demander dans la façon dont ça a été fait. Donc il a contesté ça devant une juridiction et là c'était passé en appel. Et en appel, ils ont rejeté sa demande et ils lui ont dit non mais tu dois te rendre à la convocation. On disait ça au début pour rigoler que peut-être que c'est un inside job, l'équipe était au courant et c'était un Ponzi scheme depuis le début, ils étaient juste là pour prendre l'oseille des gens. Et t'as plein de gens qui commencent à enquêter de leur côté et trouver des traces comme quoi il y a vraiment des choses qui se sont passées dont Do Kwon et son équipe étaient au courant. Quand on dit que c'est le feuilleton de l'été, c'est pas fini. Là, il y en avait une hier par rapport à un employé qui aurait voulu voler 80 BTC. Il a volé 80 BTC. Alors, il les a volés, ils lui sont tombés dessus, en gros, de ce que j'ai compris. Si déjà, comme ça, un employé, là, on arrive à te dire qu'il a volé 80 BTC, mais c'est la fête du slip, le truc, en fait. Là-dedans, c'était à qui prendrait le plus, quoi. Et je vous dis qu'on va en entendre parler pendant un bout. Daniel Shin a nié toute allégation de faute professionnelle ou de fraude liée au crash de Terra, d'accord? Bon, ça respire la sincérité quand il dit ça. Moi, j'ai envie de le croire et d'investir avec lui dans les trucs. Enfin, bref, ça pue, quoi. Et Luna 2.0, on voit bien que, bon... Mais c'est pas tout, parce que tu vas voir maintenant que le feuilleton judiciaire est loin d'être terminé. On a notamment donc un développeur de Encore Protocol qui a déclaré publiquement qu'il avait averti Do Kwon qu'un taux d'intérêt de 20% était totalement insoutenable pour le Encore Protocol. Il a même déclaré que selon lui, la plateforme avait été conçue seulement pour donner un taux d'intérêt de 3,6%, mais que cela a été changé à la dernière minute pour passer à 20%. Et plus précisément, il a déclaré « Je ne savais pas que ce projet sortirait avec un taux d'intérêt aussi élevé, fixé à 20% juste une semaine avant la sortie. En fait, selon lui, le taux originel de 3,6% d'intérêt n'était pas dû au hasard, mais il avait été calculé précisément pour tenter justement de maintenir la stabilité de l'écosystème de Terra. Et il tenait en compte notamment la TVL de Encore. Et donc il a été très choqué de voir que seulement une semaine avant le lancement, ce taux avait été revu pour passer de 3,6% à plus de 20%. Et il a même affirmé qu'il avait des documents qui pointaient directement Terraform Labs, et dans lesquels était mentionnée justement la volonté en fait d'attirer le plus d'investisseurs possible avec un taux d'intérêt très élevé. Et d'ailleurs ça s'arrête pas là parce qu'il a essayé lui-même en tant que développeur principal de contacter Do Kwon. Et il lui a notamment indiqué que selon lui il fallait absolument baisser le taux d'intérêt mais que ça n'a pas été accepté. Et pour moi c'est super inquiétant parce que certes la chute du Terra Luna n'était pas forcément donc commanditée par l'équipe en elle-même ou même par Do Kwon, mais en tout cas il y a fort à parier qu'il y a eu de nombreuses négligences qui ont mené à cette chute. Et pendant ce temps aux États-Unis, il y aurait 75% des commerçants qui envisageraient d'accepter les paiements crypto d'ici 2 ans. C'est en tout cas ce qu'affirme un rapport publié hier par le cabinet d'audit Deloitte et PayPal qui avait fait cette étude à la fin de l'année 2021. À savoir que la motivation première pour les commerçants est de paraître avant-gardiste et ainsi d'attirer une plus grande clientèle avec une expérience améliorée pour leurs clients. Et l'étude précise qu'il y a 60% des commerçants qui auraient déjà commencé à investir pour préparer ces formes de paiement et qu'ils prévoyaient des budgets d'environ 500 000 $ pour cette adoption au cours de l'année 2022. Mais attention, étant donné que cette étude a été réalisée en fin 2021, ces chiffres sont désormais à relativiser avec la baisse actuelle, mais elles démontrent tout de même que la majorité des commerçants américains sont désormais prêts à accepter les cryptos comme forme de paiement. Et il y a un inconvénient à l'utilisation de ces cartes que tout le monde oublie, et qui a un inconvénient de taille, c'est que vous devez déclarer l'utilisation de ces cartes et déclarer chaque transaction que vous faites. Et ça, c'est un truc que personne ne dit, qu'on avait déjà dit, hein. C'est pas comme si on n'avait pas fait 50 vidéos sur la fiscalité, qu'on l'avait répété à plusieurs reprises. Je veux dire, si vous regardez les vidéos qu'on a fait sur la fiscalité, vous comprenez que vous êtes obligé de déclarer chaque transaction que vous faites avec ce genre de carte. Et ça, les gens ont tendance à l'oublier, et ça pourrait être un coup de massue important à la fin de l'année, à la fin de cette année du coup, parce que là les périodes déclaratives sont déjà terminées, ou à la fin des périodes déclaratives de l'année suivante. Et je vous dis pourquoi, notamment pour Binance. Eh bien c'est tout simple, c'est parce que récemment, comme vous le savez, eh bien Binance a obtenu son PSAN. Et ça a eu des conséquences un peu plus importantes. Et sans transition, on a la solution de deuxième couche Optimism qui a envoyé des fonds à une mauvaise adresse suite à la maladresse de l'organisation Wintermint. En effet, le projet Optimism devait envoyer 20 millions de tokens OP, soit l'équivalent de 16,6 millions de $ au cours actuel, à Wintermint qui se sont au final trompés sur l'adresse de réception et par conséquent les fonds sont arrivés sur une autre adresse. Et il s'avère qu'il y a un hacker qui est parvenu à accéder à cette adresse et aurait déjà transféré les fonds sur une autre adresse et aurait revendu pour 1 million de tokens OP.
Et pour le reste des fonds, Wintermint a invité le hacker à prendre la bonne décision et retourner les fonds sous peine de poursuite et de voir son identité dévoilée publiquement. Je suis extrêmement positif et extrêmement négatif à la fois de ce qui se passe pour l'instant. On pouvait s'en douter, hein. Là on parle d'un nouveau système monétaire, c'est pas une importation d'un nouveau légume, ça n'a rien à voir, quoi. Là on parle de la zone CEMAC, du FMI, de la BAD, Banque d'aide au développement. La Banque d'aide au développement, donc c'est tous des organismes qui maladroitement, je vais dire, aident depuis longtemps, mais de manière très maladroite, ce continent. Et je pense pas qu'ils sont d'avis à ne plus le faire. Et il faut... Cette décision-là, c'est une décision qui va... Je pèse mon mot, mais révolutionner réellement ce qui va peut-être se passer en Afrique subsaharienne. Donc, sur Twitter... Ici, donc c'était un tweet de Grégory Raymond qui explique que la France lance un fonds d'investissement consacré au Web3 et qui est doté donc de 100 millions de dollars. Donc bon, oui, c'est pas énorme, mais c'est déjà pas mal. Pourquoi ? Parce que c'est, bon, voilà, pour la France, c'est pas beaucoup, mais au moins ça montre qu'il y a voilà, un engouement vers les crypto-monnaies. Bon, ça, on le voit depuis un petit moment, bien sûr, avec la régulation, avec toutes les news qui arrivent tous les jours. Mais c'est vrai que voilà, voir la France qui commence à investir dans des projets français, voilà, ça montre qu'on a gagné, les gars. Félicitations, ça fait vraiment plaisir. Mais bon, ça, pareil, on l'a vu arriver dès qu'ils ont commencé à arrêter de dire on arrête les cryptos, l'interdiction, tout ça, on le voyait. Ça fait plus de 2 ans que je le vois tout le temps. Et du coup, là, après, il y a eu la régulation. Je vous en avais parlé en vidéo, j'en avais parlé en live. Et je vous ai dit, c'est bon, c'est la victoire. Le prochain step, c'est les investissements, etc. Donc là, on est au prochain niveau. Voilà, c'était prémédité à l'avance. Ensuite, ah oui, du coup, ils sont en alliance avec Kataginov et Ledger. Donc, ce nouveau fonds est soutenu par BPI France. En plus, il y a une petite vidéo donc, qui a pas mal tourné par rapport à BPI France. N'hésitez pas à aller la voir. Ensuite, autre proposition qui vient répondre également à une problématique pratico-pratique du passage de l'économie crypto à l'économie réelle, c'est la faculté de repenser le système fiscal et déclaratif lié au paiement en cryptoactifs, afin de lever ces frictions fiscales afférentes justement au paiement crypto, puisqu'on sait qu'il y a ce développement de paiement en carte crypto et en fait de faire en sorte que même si il explique dans son rapport que normalement, si vous payez en crypto et que vous allez acheter une baguette de pain avec votre carte crypto, vous déclenchez une opération potentiellement imposable à déclarer sur le formulaire 2086 et vous devez normalement la fiscaliser. Et ça veut dire que ça va empêcher l'utilisation massive des cartes crypto parce que vous serez obligé de répertorier toutes vos opérations. Et il y avait déjà eu des mesures dans le cadre du projet de loi de finances pour 2022, par exemple de relever le plafond d'abattement de 305 € à un plafond de 3000 €, mais qui avait été rejeté parce qu'il n'y avait pas vraiment de justification à pourquoi un plafond de 3000 € et pas autre chose. Donc ça, par contre, c'est sûrement une proposition qui va revenir avec un plafond peut-être un peu différent pour permettre justement l'utilisation des cartes crypto et l'utilisation de ces cryptos pour l'économie réelle. Après, il faudra voir sur quel régime, soit avec un abattement peut-être de 1000 €, 2000 € et avec une justification de ce montant, ou alors la possibilité de ne pas déclarer certaines opérations sur un jour, un mois, etc. Amber Sword, vous connaissez sûrement déjà ce jeu, on en a déjà parlé sur ma chaîne, mais une news vous permet ce mois-ci de tenter de gagner des landes pour le jeu, donc ça vaut le coup de faire un petit récap pour ceux qui ne connaissent pas assez le jeu. Amber Sword, donc, est un MMORPG dans lequel les joueurs vont avoir un impact sur l'économie du jeu. Au programme du PVP, du PVE et 2 économies différentes. La première classique des MMO avec une monnaie non crypto pour gérer ses achats in-game pour tous les collectibles utiles pour le développement de votre personnage, et un token du jeu qui permettra notamment à acheter des skins du jeu, un pass de combat, etc. Mais qui n'influera pas le jeu, donc pas de pay to win à l'horizon. Ensuite, l'aspect cool, c'est un peu comme sur Sandbox, des artistes pourront proposer leurs propres skins et suite à un vote du public, ils seront intégrés au jeu. Ces items seront ensuite lootables pendant un laps de temps, puis seulement achetables sur la marketplace du jeu. Les artistes toucheront des royalties sur chaque vente comme un NFT classique. Dernier point que je trouve extrêmement cool, c'est le système de zones. En gros, chaque région du monde aura sa propre vie et son propre développement en temps réel en fonction des possesseurs de land. Chaque land possède ses propres ressources, sauf qu'Amazon n'existe pas dans ce monde et il va falloir que de braves joueurs
joueurs deviennent des marchands et fassent transiter une caravane d'une région à l'autre. Sauf qu'en terre hostile, tout est permis, donc on peut imaginer des bandes de bandits organisées pour voler les caravanes ou des guildes de mercenaires prêts à protéger les marchands, donnant vie à des beaux combats PVP. Je sais pas si vous voyez, mais niveau RP, je trouve ça vraiment cool. Et bien sûr, si vous mourrez dans ces zones, vous allez perdre tout votre stuff. Si vous voulez en apprendre plus sur le jeu, je vous invite à aller checker la vidéo du collègue youtubeur Antizae qui a fait une vidéo plus poussée sur le jeu. En attendant, tout le mois de juin, vous avez la possibilité de gagner des landes. Donc rejoignez le réseau si ça vous intéresse, ils vont sûrement organiser des missions à réaliser pour avoir une chance de les obtenir. Et pendant ce temps, en France, on a Energy qui va lancer une collection de NFT. En effet, pour accompagner une campagne de communication avec les artistes Dua Lipa, Stromae, Angel, The Weeknd et Ed Sheeran, la radio va sortir une collection de 30 NFT avec 4 niveaux de rareté. A savoir que les NFT les plus communs seront distribués à l'antenne ou encore sur les réseaux sociaux, et une partie d'entre eux débloqueront des places de concert des artistes qui participent à la campagne de communication. Et le NFT le plus rare sera lui vendu sur le site internet dédié à l'événement, et il débloquera 1 an de concert gratuit pour le détenteur. Alors, ce zap t'a plu ? Dis-moi en commentaire quelle est l'actu qui t'a le plus intéressé. Et si tu as manqué les actus d'hier, retrouve juste ici le Zap Crypto de la veille.